merci à l'Adira d'avoir organisé cette opportunité pour nous de partager cette expérience de co-développement et qui nous amène aujourd'hui à une solution qui est commercialisée et déployée chez un certain nombre de clients. Et avec le retour d'expérience en particulier d'Hermet et d'Eric en particulier ici présent. Et merci à Franck pour la coordination aussi des échanges qu'on a pu avoir en amont avec l'Adira. Donc merci à vous. Et puis n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions. Je vais laisser la main à Eric et je vais intervenir un petit peu après pour compléter d'informations, en fait, pour la solution, apporter des informations complémentaires sur la solution Mailist dont on a parlé. Parfait. Donc, merci. En sommaire, je vais vous raconter un petit peu l'histoire du produit qui est tout frais, là, qui vient d'aboutir et qu'on peut échanger, qu'on veut partager avec vous. Donc, on va parler du site un petit peu, vous remettre dans le contexte de la genèse du projet, où est-ce qu'on l'a déployé, où est-ce qu'il a été créé. Donc, ensuite, on parlera un petit peu du Winlock pour présenter un petit peu la société également. Et après, alors il y aura un petit film. On va mettre une mise à situation, un film qu'on a en plusieurs parties. Là, c'est un film assez récent. Il y a des parties un peu plus anciennes, mais une partie assez récente, qui est vraiment la solution qu'on déploie actuellement. Et puis derrière, le but, c'est d'avoir des questions-réponses et que vous puissiez poser toutes vos questions et qu'on puisse bien comprendre comment fonctionne la solution et surtout ce qu'elle peut vous apporter. Donc, Eramet, alors le site d'Aubert et Duval Eramet, c'est trois grandes branches. C'est la minier français, dans le manganèse, dans le nickel, beaucoup, qui se développe maintenant pas mal dans le lithium aussi. Et donc, dans ce groupe, il y a la division alliage haute performance, à laquelle appartient Aubert et Duval. Donc, Aubert et Duval, c'est un forgeron qui travaille essentiellement pour l'aéronautique et pour les turbines terrestres. Donc des pièces de structure, des pièces d'avion, et également donc de moteurs d'avion, pièces tournantes, et des pièces donc, de turbines à gaz. Donc les clients prestigieux qu'on retrouve dans le monde de l'aéro. Alors c'est 3,7 milliards de chiffre d'affaires, 62 implantations et 12 600 personnes dans ma pays. Donc en un coup d'œil, c'est Aubert et Duval, c'est donc Eramet Alliage, c'est essentiellement Aubert et Duval, donc il y a 14 sites industriels, essentiellement en France, 5 centres de distribution et 10 bureaux commerciaux. En gros, c'est 4 500 employés. Alors, il y a aussi la partie Erasteel qui fait des aciers rapides et qui est plus très concernée. Vous savez qu'Aubert et Duval est en vente, enfin, est quasiment vendu au consortium Airbus, Safran et Space Aero. Et donc, voilà, c'est en train de se faire. Donc, la partie Erasteel, elle est encore en vente d'un autre côté. Donc, une situation un petit peu compliquée en ce moment, mais qui n'empêche pas de continuer sur les innovations qui sont abouties. Donc, on est en train de terminer, dont on est en train de terminer le déploiement, et notamment chez nos partenaires également, chez Michelin et Collins. Je vous en parlerai. Donc, l'usine de Pamiers, c'est 10 000 tonnes de métal par an. C'est 23 hectares, donc ça, c'est important. C'est un grand site avec des pièces qui voyagent énormément à l'extérieur. C'est des pièces en inox et en titane, qui ne craignent pas la corrosion. Donc un site dont les grosses activités se font à l'extérieur, notamment les activités de stockage. Donc voilà le site en vue de dessus. Donc, je vous ai mis un petit peu les différents ateliers, voilà, donc en rouge, tout ce qui est à chaud. Vous voyez un petit peu l'étendue sur le site. Et vous avez ensuite des capachimie, des contrôles, des ateliers de tournage, des essais, des contrôles. Tout ce qui est en losange, là, c'est des contrôles sur la matière qu'on fait ou sur les pièces. Et ensuite, on a tout ce qui se trouve à la fin du site, à la sortie, donc l'emballage, les expéditions. Et donc, je vous ai fait le tracé ici d'une pièce à peu près qui n'a pas de problème, qui sort bien du premier coup à peu près partout. Vous voyez les allers-retours qu'elle fait sur le site. Malheureusement, il n'y a pas eu de mise en ligne d'équipement. Vu qu'une presse, c'est un immeuble. On a plusieurs presses sur le site. Donc, voilà, on n'a pas pu faire la mise en ligne. Donc, on a des pièces qui voyagent pas mal. Et donc, sur un site qui fait plus de 700 mètres de long. Donc, vous pouvez imaginer tous les lieux de stockage et les endroits exigus qu'on peut avoir. Avec 3000 mouvements de pièces par jour sur le site. Des tailles de pièces, des pièces de train et des pièces de moteur d'avion, donc qui vont de 30 cm à 5 mètres, avec des zones de stockage éparpillées. Des tailles de lot de 6 à 12 pièces.
On est à cheval entre l'artisanat et l'industrie, hein. Beaucoup de références, 6000 références sur le site, donc vous imaginez un peu la diversité. Et donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une quinzaine d'étapes dans une gamme de fabrication, une quinzaine d'étapes avec des flux croisés. Ben, les conséquences de tout ça, c'est que de temps en temps, le cariste, quand il doit déposer des pièces dans certaines zones, s'il a fait si ce sont des pièces de 5 mètres de long et qu'il y en a 12, des fois, au bout de la 10e, il n'y a plus de place sur la zone. Et donc, quelquefois, les OF sont éclatés sur le site et l'étape d'après, où on a un peu de mal à retrouver les pièces. Donc, c'est un peu la genèse de notre problématique d'aujourd'hui. Donc, dont le projet a vraiment commencé en 2019. J'étais directeur qualité du site. Et donc, un gros souci de pièces, de perte de temps à chercher des pièces. Donc, notre problématique, notre exigence, c'est quoi? C'est qu'on a des grandes surfaces à couvrir en intérieur et surtout en extérieur. Il nous faut une solution simple pour l'opérateur, pas de frontière entre l'indoor ou l'outdoor. Donc, pour ça, il nous faut une solution compatible intérieur-extérieur. Un environnement industriel qui est quand même assez compliqué, assez complexe. Donc, besoin d'une solution robuste et qui s'adapte à nos produits, avec des produits de la présence de bois pour des caisses, du métal pour nos pièces, des inconels, enfin pas mal de matériaux divers. Donc c'est là qu'on s'est dit, ce serait pas mal qu'on parle un peu à nos partenaires dans le 4.0, à nos partenaires clients, fournisseurs. Et donc on a discuté avec Michelin et Collins Aerospace qui avaient également des soucis de localisation de produits. Et donc, on s'est associé avec eux pour faire ce projet, notamment pour faire un cahier des charges commun, pour être sûr qu'on développe quelque chose qui soit adapté à un grand nombre d'industriels et de use cases, de cas d'application. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup limité on a cherché à limiter les coûts d'infrastructure on ne voulait surtout pas de CAPEX récurrent, hein, où il faut recracher au bassinet tous les 3 ans parce que les composants sont sertis, que les batteries sont vides et qu'on ne peut pas changer la pile et qu'il faut changer le composant. Ou alors qu'il faut faire une campagne de changement de pile. Si on a 10 000, 15 000 produits équipés, vous imaginez le bazar si on commence à changer des piles. Donc ça, ce n'était pas viable. Donc on a tout de suite mis en condition d'entrée, gestion simple, sans maintenance. Et donc pas de pile ni batterie. Et on voulait des tags réutilisables qu'on puisse recycler. Et bien sûr, très important, pouvoir exploiter la donnée. Donc dès le départ, savoir quel type de données on allait capter, et derrière, donc, pouvoir gérer ça de manière autonome ou pas. Et donc, on a voulu quelque chose qui fonctionne soit en Wi-Fi, soit en 4G, interfaçable, soit une solution clé en main, soit une solution qui s'intègre dans notre cloud. C'est d'ailleurs la solution qu'on a choisie avec notre IT. Donc, notre partenariat, rapidement, donc on a fait un cahier des charges commun avec Collins Aerospace et Michelin, comme je l'ai dit. On a partagé les coûts de développement avec Unlock également. Et donc, grâce à ça, on a eu une vraie approche industrielle. Donc, Michelin, sa problématique, c'était plus de retrouver des gros tourets de gomme, de matières premières, puisque là-dessus, il y a des dates de péremption, il y a pas mal de produits divers. Donc, là, c'était vraiment leur besoin de repérer ça en 3D, en 2D et en 3D. Et Collins Aerospace, eux, ils font des nacelles, donc ils montent des moteurs d'avion. Eh bien, c'est un peu pareil. Ce qu'ils voulaient, c'est en outdoor, pouvoir retrouver toutes les nacelles très rapidement pour gagner du temps dans la recherche avec un site qui est énorme. Et donc, un use case plutôt en 2D, eux, ils gèrent pas trop de racks où ils stockent des piles, mais par contre, du 2D sur un site très, très vaste. Donc, bien entendu, pas d'électricité, pas de réseau, la problématique de l'outdoor. Et Michelin, c'était indoor et outdoor Plutôt indoor. Plutôt indoor. Plutôt indoor avec une petite proportion d'outdoor. Eramet, c'était plutôt outdoor avec une petite proportion d'indoor. Et Collins, c'était un mix. Ok, donc ça vient. Ça fait un cahier des charges qui est du coup un peu plus complexe. Tout à fait, qui est très, très complémentaire. Il faut être polyvalent. Et c'était une attente forte de pas mal de clients qu'on avait rencontrés par le passé. Parce qu'on avait déjà une première version d'une solution en indoor et des clients qui étaient à la peine parce qu'ils avaient besoin de pouvoir stocker pas mal de choses en outdoor et de ne pas perdre cette traçabilité, cette continuité dans le service. Oui. Merci Eric. Donc, très rapidement, Uwinlock, une société qui a été créée en 2015, qui est née dans l'incubateur d'Airbus. Aujourd'hui, une société qui compte 20 employés, qui a une filiale qui a été créée à New York en 2019. On travaille aujourd'hui avec des clients comme Apple et Prologis aux États-Unis.
Un chiffre d'affaires qui a été en croissance constante ces dernières années, en dépit de contextes, comme vous devez le savoir, qui n'ont pas été évidents entre le Covid et puis différents événements internationaux qui se passent actuellement. On a aujourd'hui 42 clients, une présence dans 9 pays, très axée encore Europe, puisque l'activité Amérique du Nord démarre réellement cette année avec le recrutement d'une équipe basée là-bas. Jusqu'à présent, on les servait à distance. Pour refaire un zoom très rapide sur Umenoc, Umenoc a été ce qu'on fait aujourd'hui, on est dans le B2B, on fournit une solution de traçabilité 4.0. Pour ça, on a inventé et on commercialise une solution qui est une première mondiale, qui est la première solution qui permet en passif d'identifier et de localiser des millions d'assets simultanément dans des flux, soit logistiques, soit dans des flux industriels. On investit un peu plus de 10 millions d'euros dans 2 circuits intégrés qu'on a développés, qu'on a industrialisés derrière. On est né au sein de l'incubateur d'Airbus. D'ailleurs, avec Airbus, on a de nouveaux projets qui démarrent pour déployer la solution à grande échelle à partir de leur site. On a fait le choix de la technologie W pour son côté, d'ailleurs comme Apple, parce qu'en fait avec Apple, ça fait 6 ans qu'on échange, qu'on travaille avec eux. Apple a intégré le W dans ses smartphones, parce que ça faisait des années qu'ils poussaient le BLE avec le iBeacon notamment. Dans les environnements de sécurité, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas, parce qu'il y avait beaucoup d'étagères métalliques, que la précision du rendez-vous, la fiabilité et la robustesse. La raison pour laquelle du choix de W, c'est robustesse, précision et sécurité que ça offre. D'ailleurs, sur Airbus DS, la seule techno qui est passée les qualifications en termes de sécurité est la solution Umenoc. Aucune des solutions actives UB ou BLE n'ont été retenues pour des raisons d'accès. En termes de vocabulaire, pardon, actif, c'est lorsqu'il y a une batterie dans le tag, et passif, c'est lorsqu'il n'y a pas de batterie. Oui, en fait, pour énergiser, puisque le tag émet un identifiant, donc il faut de l'énergie quelque part, on n'est pas des magiciens. Pour énergiser une étiquette, vous avez 4 principes de collecte d'énergie. Vous pouvez soit collecter de l'énergie solaire. Là, en indoor, dès que vous empilez des cartons, problème. Si votre étiquette est entre 2 cartons, il n'y a plus d'énergie. Vous pouvez recycler des différentiels de température ou de la vibration. Dans des environnements type entrepôt, ce n'est pas suffisamment productif. Donc, le seul mécanisme d'énergisation à distance qui permet d'énergiser des choses de manière assez homogène dans des environnements contraints, c'est des technologies radio. Le challenge, c'est que quand on regarde les puces disponibles sur le marché pour faire de la collecte d'énergie radio, les rendements ne sont pas suffisants. C'est un peu comme le problème des panneaux solaires. Si vous avez un panneau solaire de 2 fois la taille de votre toit pour chauffer votre ballon d'eau, ça ne marche pas. Donc, on a inventé et on commercialise aujourd'hui, on a breveté, d'ailleurs, on a 24 brevets sur cette solution, qui ont été déposés, d'ailleurs, avec des extensions aux États-Unis ou en Chine. On a conçu une collecte d'énergie qui est 2 fois plus efficiente que les collectes d'énergie qui existent sur le marché d'une part. Et par ailleurs, pour avoir un tag passif, il faut une émission à très très basse conso. Et on a conçu une puce UWB qui consomme 10 fois moins que les puces DK-Wave qui sont sur le marché, qui ne font pas la même chose, parce qu'on se focalise, nous, sur l'identification, localisation d'assets, pas sur du sensing, du capteur en temps réel, qui remonte plein de données, et qui, du coup, est beaucoup plus énergivore. Donc, en fait, notre solution n'est pas une solution qui est directement concurrente de toutes les solutions actives qu'on voit finalement sur le marché, qui sont plutôt des solutions de niche à force de la rajouter, qui vont adresser certains cas d'usage, mais beaucoup plus, finalement, en front de solutions qui peuvent scaler sur de très gros volumes. Et pour ça, c'est du code barre, c'est du RFID, finalement, qu'on retrouve sur quasiment tous les RFID ou les RFID. Excusez-moi, vous avez dit que du coup, les puces, ce n'étaient pas des DK-Wave, c'est des puces que vous avez développées, c'est ça? Oui, c'est ça. On a conçu une puce en collecte d'énergie qui nous permet d'avoir un gain, un bilan de moins de 26 dBm qui nous amène à 30 mètres en portée d'énergisation. Et une puce UWB que l'on a conçue à partir d'une feuille blanche et qui nous fait avoir un gain, un facteur 10 de consommation par rapport à toutes les puces, que ce soit d'ailleurs du BLE ou de l'UWB que vous avez sur le marché, et celles qui sont les moins gourmandes du marché. Merci. C'est cette combinaison de ces deux qui fait en grande partie l'unicité de la solution, parce qu'elle s'appuie, on énergise sur des bandes standards, 868, c'est des bandes UHF, RFID, des étiquettes qui vont émettre un signal UWB qui nous permet derrière d'avoir une triangulation extrêmement précise. On sait s'engager sur des KPI en indoor de moins de 9 mètres vis-à-vis des clients, et avec une fiabilité, une robustesse qui est incomparable par rapport à ce qu'on peut retrouver sur du RFID, où on a systématiquement des problèmes de collision de paquets,
et de perte d'informations, qui fait qu'on a toujours besoin d'aller avec des lecteurs, des douchettes, aller faire des inventaires complémentaires à intervalles réguliers. Là, vous avez un inventaire qui est à 100% fiable, en continu, et qui vous permet en plus de localiser pour optimiser tout ce qui est picking et dropping. Donc ça, c'était la solution, on va dire, qui existait lorsque, personnellement, je cherchais des solutions et que je n'ai rien trouvé sur le marché qui était adapté aux besoins que j'ai listés tout à l'heure. Il y avait Uwinlock qui avait cette solution indoor qui était sur étagère, qui était prête. On est allé visiter Liber, Liber à Camsas, au nord de Toulouse, qui utilisait cette solution et qui était séduisante. Donc l'objet du projet, c'est ça, en fait. Donc, c'est d'avoir. Pardon, juste, oui, excuse-moi, si je peux me permettre. La solution qu'on avait était une solution indoor exclusivement. C'est ça. Donc, elle ne couvrait pas les besoins complètement d'Eramet, de Michelin et Collins, et en plus, avec des coûts d'infrastructure qui étaient relativement élevés en première génération. Donc, les performances technologiques étaient là, mais il y avait encore du travail à faire pour réduire ces coûts d'infra et surtout pouvoir couvrir de l'ordre. Et donc, l'idée qu'ont eu notamment Eric, Michelin et Collins, s'associant, ça a été de se dire on a besoin d'une solution qu'on peut installer sur des forklift qui ne nécessitent pas d'infrastructure, qui nous permet de faire de l'indoor. Donc, toute l'astuce, c'est le boîtier que vous voyez sur l'écran, là, sur le Fenwick, là où il y a le petit flag rouge. Donc, en fait, dans ce boîtier, il y a 6 fonctions qui ont été intégrées dans ce boîtier pour que ça puisse fonctionner. Donc, la première fonction, bien sûr, c'est bien sûr, c'est pas si évident, c'est une fonction de détection de présence pièce qui réveille le système et qui l'active lorsque sur les fourches, il y a un colis qui est pris. Ça, c'est la première fonction. Deuxième fonction, comme l'a expliqué Eric tout à l'heure, c'est l'énergisation, donc en UHF, qui va énergiser les tags. Troisième fonction, c'est l'écoute, donc la réception du signal en UWB par le tag, qui va être donc écouté par ce boîtier. Ensuite, on y a intégré dans ce boîtier un GPS pour géolocaliser justement le produit. En extérieur. En extérieur, effectivement. Donc, on va voir comment on s'affranchit du problème du GPS en intérieur, en indoor. Parce que le GPS en indoor, c'est pas que ça marche pas, mais c'est pas fiable. Des fois, ça marche pas, des fois, ça marche. Donc, c'est pas fiable. Donc, en extérieur, GPS. En indoor, on va voir comment on a fait. Donc, il y a cette fonction GPS qui est la quatrième. J'ai mis 2 fois positionnement GPS, localisation GPS. Bon, OK. Ensuite, on a transmission d'infos 4G ou Wi-Fi. Donc, pour pouvoir discuter avec le serveur, etc. Donc, il y a une fonction, une carte 4G ou Wi-Fi si jamais on a du Wi-Fi sur le site, on peut également l'avoir en Wi-Fi. Et ensuite, il y a une information de l'état de tous les tests que fait le boîtier continuellement. Et derrière, donc, le cariste voit une LED qui peut avoir 3 couleurs, vert, orange, rouge. Et donc, il y a des codes qui lui disent que le système est opérationnel et fonctionnel, ou alors s'il y a un dysfonctionnement dans la chaîne d'information, le système lui indique par un code couleur. Donc, on a ensuite la partie gauche, qui elle est intéressante. C'est tout en haut, vous avez des tags fixes de position. Donc, en fait, on s'est rendu compte que le signal, et c'est le gros avantage de l'UWB par rapport au Bluetooth ou à l'UHF, donc au RFID, c'est que le signal est tellement clair qu'en fait, vous pouvez avoir plein de tags sur la table, vous allez tous les distinguer les uns des autres. Les ondes ne se recouvrent pas et le signal est très clair. Donc, on s'est servi de cette propriété pour fixer des tags et pour leur assigner des coordonnées. Et on appelle ces tags des tags de position. Donc, en indoor, lorsqu'on vient s'approcher avec le produit, on vient déposer le produit sur une étagère, et bien, on va venir éclairer, énergiser le tag de position. Et donc, du coup, on va associer la position de la caisse déposée avec le tag de position. Et donc, de cette manière, on gère le 3D. On gère aussi le Z lorsqu'on dépose un produit sur une étagère. Et en dessous, on a donc le tag d'asset. Donc là, vous voyez sur des caisses, vous voyez le tag qui a été fixé. Vous verrez après, il y a un petit film qui va vous expliquer tout ça. Et donc ça, ce sont les tags des caisses qui servent à géolocaliser ces pièces. Donc on a eu, je vous passe les détails, on a eu 4 versions de boîtiers, de tags, jusqu'à trouver vraiment le bon boîtier qui ne gêne pas la vision d'opérateur, qui soit protégé, qui ne risque pas de prendre des chocs et qui puisse intégrer de manière industrielle toutes ces fonctions. Donc on a 4 générations de boîtiers. Et maintenant, donc voilà le boîtier qu'on a, que vous avez vu fixé sur le Fenwick. Je pense que c'est beaucoup plus parlant qu'un plan comme on a là. Donc maintenant, je vous propose de vous diffuser un film qui va permettre de
de bien voir ce qu'on a mis en œuvre sur le site. Alors, il faut que je crois que j'intègre le son dans ma présentation. Tac, il faut que je retourne sur là, il faut que je fasse partager et intégrer le son. Ouais, c'est ça. Il est où? Inclure le son Là, d'ordinateur. c'est celui-là. Désolé, non, pas partager le son. Ah ben. Pourquoi? Peut-être que je remette mon micro du coup. Ah oui, peut-être. Je sais pas ce que ça va donner. Non, il veut pas. Accéder aux paramètres audio de votre appareil puis sélectionner au parleur. La magie du direct. Ouais, on va faire sans son, c'est pas grave. Vous n'aurez pas la belle musique, c'est pas grave. Allez, hop. Voilà, on fera la musique en direct. Allez, on est parti. Je sais pas si vous avez le son ou si vous voulez que je commence. À distance, on voit pas la vidéo. Vous voyez pas la vidéo à distance. Comment ça se fait? C'est peut-être juste le PowerPoint qui est partagé, pas la vidéo qui est derrière. C'est bon. De code interne. Donc ici, on a l'appairage. Donc on associe le tag avec ça va peut-être mieux là. Ouais. Ouais. Donc on associe le tag avec le produit. Donc vous avez vu un code barre qui normalement est sur les pièces. Donc on lit la pièce, on lit le tag et on a l'appairage qui est fait. Donc ici on voit ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec les tags de position, les tags d'assets et puis les fonctions, du boîtier qui sont intégrées dans le boîtier. Donc là on voit le chariot qui va prendre une pièce. Donc le chariot, il vient réveiller les tags. Alors c'est à partir du moment, effectivement, là on a une détection présence caisse sur les fourches. Donc là le boîtier s'allume et là ça y est, il commence à énergiser. Là vous voyez le petit en haut à gauche, vous voyez le petit, il y avait une petite LED verte là qui clignote. Donc ça montre l'état au cariste pour lui dire ok c'est bon, j'ai acquis le signal. Alors aujourd'hui il a une tablette le cariste et il voit ce qu'il est en train de transporter. Donc il peut valider comme ça à la vue qu'il est bien en train de transporter ce qu'il cherchait. Donc là, le boîtier est en train d'être énergisé. Voilà, donc on a le tag qui est énergisé par le boîtier. Alors à l'époque, il s'appelait Touareg, aujourd'hui c'est Mavis, effectivement. Il faut qu'on mette à jour notre vidéo. Et là, vous voyez donc en temps réel ce qui est en train de se passer. Donc le chariot se déplace et en temps réel, on a, comme on enregistre à chaque fois la position qui est renvoyée via 4G ou Wi-Fi, dans notre cas c'est la 4G, par le boîtier, qui renvoie ça au serveur, et bien le serveur, lui, dans sa mémoire, il garde ou la dernière position, ou alors il garde effectivement l'historique également, l'historique du trajet des différentes positions qu'a eu la pièce, enfin qu'a eu le tag qui est associé à la pièce. Donc ici, on va voir un mouvement d'une pièce de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, vous voyez comment le boîtier il a été intégré dans le tablier du chariot. Donc on a travaillé avec Manuloc, qui est notre fournisseur de chariots, pour modifier le tablier, pour que ça reste, niveau sécurité, que ça reste conforme, que ça ne fragilise pas le tablier, et surtout que ça protège bien notre boîtier, puisque le risque, c'est que le boîtier prenne des chocs lorsqu'on charge les produits. Et là, ce risque a été... Ça, c'est ce qui s'affiche sur l'écran de la tablette en fait, du cariste, que vous voyez en bas. Voilà, donc on voit l'information effectivement de ce qu'il a pris. Et là, on voit l'information de ce qui est transporté, sachant que ça, bien sûr, c'est configurable. Là,
Alors, ce qui est intéressant, bon, on va le voir en résumé à la fin, je fais un petit résumé des gros avantages de la solution, c'est qu'en temps réel, le cariste voit et il peut avoir des alertes. Imaginons qu'une pièce a été déclarée non conforme ou qu'il faut lui rajouter un contrôle et qu'on demande au cariste de bouger cette pièce. Et bien, lorsqu'il prend la pièce, il a l'alerte, il peut avoir le statut qualité affiché de la pièce. Donc, on peut éviter ainsi qu'on manipule ou qu'on fasse poursuivre une pièce qui a une anomalie qualité. Et ça répond à beaucoup d'audits, hein, puisque dans notre cas, vous avez compris que nos zones ne sont pas toujours adaptées aux produits. Des fois, les zones, elles ne sont pas assez grandes et les produits ne rentrent pas dans la zone. Alors, comment on fait pour définir nos zones de non-conformité, etc. On a toujours été un peu embêté pendant les audits pour répondre à ces questions-là. Grâce à cette solution, en fait, on répond, puisque le risque le non-conforme, la zone non-conforme, elle est faite pour, entre guillemets, mettre les produits en prison pour être sûr que personne ne puisse les prendre et les remettre dans un flux classique. Et bien là, comme on a l'information en temps réel qu'on est en train de transporter une pièce malade, par exemple, et ben, on répond à la vraie nécessité de ne pas prendre une pièce malade, enfin, d'avoir l'information en temps réel. Pour ça, grâce à ce système, on peut y ajouter énormément d'informations en temps réel. Donc là, on voit la récupération d'un tag. Donc là, de manière très simple, l'opérateur décroche le tag de la caisse. Il va sur des appairages et puis Il peut réutiliser le tag sur d'autres usages, d'autres pièces. Et ensuite, le tag est remis dans le circuit et on recommence. Donc, là, effectivement, il y a tout un tas de plateformes de visuels qui ont été développés, d'interfaces. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Alors là, c'est dommage qu'on n'ait pas le son. On a deux interviews de deux opérateurs de la logistique qui expliquent comment ce système leur a vraiment changé la vie. Ça, c'est celui qui est encadré en bleu, c'est le responsable de la logistique, et à gauche, c'est le magasinier. Et le magasinier, surtout, ce qu'il dit, lui, c'est que ça l'a énormément soulagé en termes de stress. D'ailleurs, c'est l'objet de ce slide. En fait, on attaque bien sûr tout ce qui est facteur humain grâce à ce dispositif. Donc, les risques psychosociaux, parce que quand on cherche une pièce, forcément, il y a toujours le management qui pousse derrière ou les pièces sont toujours urgentes. Quand on en cherche une, c'est qu'on en a besoin. Donc, il y a toujours une grosse pression sur l'opérateur. La productivité qui est liée au right first time, hein, c'est le fait au niveau productivité, ce projet, en fait, on a immédiatement on a gagné 2 postes de travail. On a 2 personnes à temps plein, 2 caristes à temps plein dont le boulot, c'était de chercher les pièces. Alors, c'est l'un des caristes qu'on a interviewé. Alors, vous allez me dire, oui, on lui a piqué son boulot, mais honnêtement, il était ravi, ce gars-là. Il était ravi qu'on l'aide, qu'on lui donne enfin un outil et qu'il puisse faire autre chose de sa journée que de chercher les pièces. C'est tout le temps sous stress, sous pression. Et donc aussi avec le problème de sécurité au volant, parce que le gars, quand il cherche sa pièce et qu'il a la pression, il n'a pas la tête à la conduite. Donc il est moins attentif, il est moins. Et là-dessus, on a eu des échappées belles. Heureusement, on n'a jamais eu de gros accidents, mais on sent que le prochain gros accident qu'on risque d'avoir sur le site, c'est une interaction chariot-piéton. Donc là, on attaque vraiment un sujet qui est difficile à aborder quand on n'a pas de données, de data. Mais si je peux me permettre, ça a été super contributeur d'ailleurs au projet d'embarquer très tôt les caristes, les magasiniers, parce qu'ils ont été très force de proposition aussi. Typiquement, la version 3 du boîtier à un moment était un positionnement sur le FEN qui n'était pas 100% compatible. Le gars nous dit attendez, ça me réduit mon champ de vision, est-ce que vous ne pouvez pas le déplacer un petit peu? Ce type d'input, nous, on n'aurait jamais pu le voir finalement sans le faire en réel, sur le terrain. Et en amont de lancement commercial, c'est quand même fondamental d'avoir un produit ou derrière ce type de problème de base, hein, finalement. Donc, non seulement ils ont été impliqués, donc du coup, vachement plus enthousiastes, et on a pu déceler vraiment les gains aussi bien opérationnels, en gain de temps et de kilomètres parcourus, hein, parce que des fins d'avis qui tournent, que ce soit chez tous nos clients, c'est 20-30% du temps de perdu à circuler à vide, à essayer de retrouver des pièces, etc. C'est énorme. Mais quand vous considérez que dans un entrepôt, 90% des coûts, c'est la gestion du stock et la gestion du parc de FEN, c'est des coûts qui sont juste très, très importants. Et des gains aussi. Donc, on a là les avantages de la solution. Et puis, on a 3 modes, en fait, qu'on peut vraiment associer à ce dispositif. Donc, c'est la version qu'on vient de voir, hein, avec la position en temps réel. On peut faire du gate, du gateway ou du là, pas là. Ça, c'est un peu comme le RFID. Parce que le RFID, en fait, on ne prend pas la position de la pièce, mais c'est les portiques. Hein, c'est les portiques qui donnent la position, finalement,
dans le RFID de ce qui est passé devant. Là, on peut faire pareil avec cette solution. Et on a aussi après en indoor, on a la position. La version de précision. Très, très précise. Si on veut équiper une pièce et faire du suivi de production dans un endroit très défini, on peut, c'était la solution. Ce qu'on appelle le WIP, en fait, qu'on adresse quand vous voulez timestamper un produit sur sa ligne de production pour savoir générer des abacs qualité 100% de manière automatisée. Le seul moyen, c'est de s'affranchir de la dimension manuelle de touchage, parce que finalement, le touchage, il y a toujours un risque. Vous ne savez pas réellement quand le touchage était fait, ce qu'il a fait après sa pause, avant sa pause, etc. Et vous pouvez aussi avoir pas mal de ce qu'on appelle les geo-events sur la plateforme qui vous permettent de dérisquer l'opération. C'est-à-dire sur une ligne d'Audi, vous avez des A3, des A5, il y a des outils, des clés dynamo, par exemple, des dynamométriques que vous ne voulez pas utiliser sur les A3 parce que vous pouvez générer une non-conformité. Et donc, à partir du moment où vous avez un tag sur les outillages et un tag sur le véhicule qui avance sur cette ligne de production, vous pouvez générer une alerte si l'opérateur prend le mauvais outillage ou n'est pas habilité à l'utiliser, etc. Donc, ça réduit. Très loin. Ah oui, ça va très très loin. Nous, on voit la data qui est créée derrière. Alors, notre cœur de valeur, il n'est pas forcément dans toute la partie data science. La plupart des clients, d'ailleurs, en l'occurrence, c'est le cas avec Eramet, vont injecter ces données dans des plateformes type Azure, avec lesquelles d'ailleurs on est en train de mettre un partenariat mondial en place, pour après, ou leur propre lac de données. Et chaque process client est spécifique. Donc, un client comme Michelin, le manufacturing de son pneu, c'est quand même son corps de métier, et c'est lui qui va exploiter ce données pour aller améliorer ses process. Mais du coup, ça lui donne un moyen considérable d'améliorer, de créer de la valeur sur cette donnée-là. Donc, nous, on se focalise sur fournir de la donnée de qualité, robuste, fiable, que le client va facilement pouvoir intégrer dans son propre RP, dans son propre MES, ou WMS, pour automatiser complètement ces processus. Et pour la géolocalisation outdoor, là on a vu dans l'indoor, il y avait des balisages un petit peu partout. Pour l'outdoor, c'est la même chose ou est-ce qu'on bascule sur une vision Non, GPS? sur l'outdoor, en fait, on ne triangule pas sur l'émission du tag, on lit le tag et on va associer à l'identifiant du tag la position du GNSS qui est dans le boîtier Mavis. Donc en fait, on sait faire du 3 mètres, on sait faire du 1 mètre. Il y a une option qu'on peut choisir en termes de précision du module GPS qu'on utilise dedans. C'est largement suffisant parce qu'en général, la plupart des choses qu'on va stocker outdoor, ce n'est pas du boulon de 10, c'est plutôt des caisses, des palettes, des pièces d'une certaine taille, donc 1 mètre suffit largement. Et du coup, ce n'est pas tout à fait le même mécanisme qu'on utilise en outdoor et en indoor. Ça nous permet d'avoir, d'un point de vue utilisateur, le client peut cliquer sur son écran, définir une zone A, B, des zones qui le recouvrent et faire un inventaire instantané à n'importe quel moment de tout ce qu'il a dans cette zone-là, ou sur plusieurs sites d'ailleurs, parce qu'on a du multi-site sur la plateforme. Il a 3 sites, il veut savoir quelles sont les pièces pour la 320, les biais, je ne connais pas trop la terminologie utilisée, mais il peut avoir un inventaire à n'importe quel moment de toutes les pièces de cette catégorie, ou définir une zone et savoir tout ce qu'il a dans cette zone-là, ou de définir, après de faire des filtres dans sa plateforme, s'il veut savoir tout ce qui a bougé dans la journée, ce qui n'a pas bougé depuis 6 mois, pour identifier des zones à optimiser. Et ça peut aller très loin, parce que là, on voit même certains clients commencer à utiliser cette donnée en la matchant à des données commerciales de fréquence de rotation pour optimiser les espaces de stockage. Parce que quand vous avez, typiquement, c'est Ikea, une chaise pour enfants qui sont très bien au mois d'août avant la rentrée des classes, mais qui finalement ne va pas se rendre et qui se vend plus souvent avec une table qui a la même couleur, par exemple, cette pièce doit être proche d'une entrée-sortie durant l'été. Mais par contre, sur la période post-septembre, toute la logique voudrait qu'elle soit beaucoup plus loin pour minimiser justement les kilomètres parcourus par les FEN lors de ces rotations. Et du coup, l'objectif de la plupart des entrepôts, c'est d'avoir cette capacité de manière dynamique à pouvoir gérer et optimiser l'espace de stockage pour en réduire les coûts d'opération. Il s'amuser à lister un peu tout ce qu'on peut faire avec la data. Et il y a un élément qu'on n'avait pas du tout imaginé au départ et qu'on est en train d'attaquer maintenant, mais on se dit on va attendre d'avoir une bonne année de recul. Alors je l'ai mis en 3e avant la fin. En fait, c'est l'utilisation des chariots, la réduction du nombre de chariots et la mutualisation des chariots. Aujourd'hui, on sait, avec les clés e-veille et compagnie, on sait dire un chariot en moyenne, c'est utilisé 8% du temps. On a 60 chariots sur notre site. 8% du temps, ils sont utilisés, les chariots. Mais quand on se dit, tiens, ce chariot, Albert, là, vous avez 2 chariots, là, pas trop loin,
Ah, mais vous allez vous l'attaquer comme ça, les gars, ils vont tout le temps vous dire qu'ils en ont besoin au même moment. C'est que 8% du temps, mais manque de bol, 7,5% du temps, ils en ont besoin en même temps. Donc, c'est des sujets que vous n'arrivez pas à les attaquer, ces sujets-là. Par contre, une fois qu'on aura de la data, parce qu'on sait sur quel chariot est monté quel boîtier, on saura exactement quel chariot est utilisé quand, et on saura exactement, attendez, les deux là, ils sont à côté. Non, regardez, sur un an, jamais vous les avez utilisés exactement en même temps. Enfin, ça n'est jamais arrivé. On aura des billes pour discuter avec les gars et peut-être commencer à se dire, bon, on peut peut-être en enlever un et vous mutualiser. Alors, on en enlève un sur les 4 qui sont à proximité. Enfin, on va pouvoir commencer à discuter avec les gens avec des vraies données, quoi. Parce que sinon, on se rappelle toujours que ce qui s'est passé hier et on n'arrive pas à avancer sur ces sujets-là. Ça, c'est un problème, Ça, c'est assez amusant, c'est systématique avec tous les clients. Michelin, c'est pareil. En fait, pour éviter d'arrêter la production parce qu'ils n'ont pas de rouleau de matières premières à proximité, il y a une tendance à surstocker. Alors, il y a certains sites qui sont beaucoup plus efficients que d'autres, mais on a fait des tests, nous on est allé en Chine et là, sur leur site de Shenyang, on arrive à avoir 30% de réduction de stock inutile en optimisant la traçabilité des stocks existants, parce que finalement, c'est des stocks qui sont là plus pour pas, et pareil pour les outillages sur la ligne de la 320, les stocks inutiles, c'est 40-50% des outillages. Et en fait, si vous voulez pas que l'entrepôt d'assemblage de la 320, c'est 300 mètres de long. Si vous voulez pas que votre opérateur passe 3 heures à essayer de retrouver le bon outil au bon endroit, qui peut être resté sur l'étagère, en fait, vous êtes obligé de surstocker les pièces pour réduire ces temps de perdu, quoi, finalement. Donc là, grâce à c'est ce qu'on appelle les black data, là, on va pouvoir toucher à des choses intéressantes. On pourrait même imaginer après une optimisation des parcours, enfin ubériser un peu le parc. Enfin, avec ça, on peut vraiment s'attaquer à de la vraie donnée, quoi, de la vraie donnée terrain. Et même faire à terme du jumeau numérique, en fait. Mais exactement. Parce qu'on peut visualiser, là on voit, du coup, on peut imaginer des modélisations. Et surtout le 5S. Le 5S, on imagine bien au niveau d'un bureau, d'une petite machine-outil, tout ça, mais un 5S au niveau d'un site, donc les zones de stockage, se dire où est-ce qu'on stocke cette pièce plutôt que celle-là. Enfin, là, on aura de la data pour vraiment faire, notamment avec la carte chaud-froid, là, on verra pareil pour les interactions chariot-piéton, j'en parlais tout à l'heure. Et avec ça, on va pouvoir se dire, là où c'est rouge, est-ce qu'il y a des circuits piétons qui passent par là? On va peut-être les éloigner. Pareil, les cyclistes, là, on voit que les couleurs commencent à devenir c'est un peu chaud, là, on va peut-être éloigner les. Enfin, on peut très facilement se poser des questions, enfin, apporter des réponses à des questions simples, mais auxquelles les réponses étaient très compliquées avant, voire D'ailleurs, impossibles à répondre. quand on a commencé le projet, quand vous demandez aux opérateurs combien de temps ils perdent à aller chercher des pièces, vous avez un chiffre, vous allez voir le responsable du site, vous avez un autre chiffre. Et en fait, on s'est amusé, enfin, c'est toi qui. Ouais, on a fait une centaine de chronos. Des chronos sur le site, et on se rend compte que finalement, on est loin des deux. C'est encore un autre chiffre, mais celui-là, au moins, il est fiable. Et ça, vous pouvez l'avoir en temps réel, ce monitoring de vos flux, et ça n'a pas de prix. En termes de valeur ajoutée. En fait, on attaque l'usine fantôme, là. C'est des petits trucs qu'on ne compte pas. Mais honnêtement, enfin, sur notre site, il y a au moins 5% du temps de tout le monde qui est pour chercher des choses, quoi. Donc, bon, c'est des chiffres colossaux, quoi, mais qu'on ne sait pas trop aborder grâce à ça. Il y a aussi le bilan carbone, hein. Mine de rien, on parle beaucoup d'environnement, d'écologie, etc. Mais là, on a un vrai outil pour consommer moins de gasoil, pour réduire le nombre de phéniques, pour savoir exactement dire quel parcours a fait une pièce, finalement combien de fois elle a été levée, bougée. Là, on commence à avoir des belles données pour attaquer ces sujets-là, quoi, qui ne sont pas évidents à. On parlait du bilan carbone. Alors, tous les clients chez qui on déploie ont testé des solutions rapides par le passé. Et au-delà de l'aspect bilan carbone, le truc qui m'a toujours bluffé, parce que moi, je n'avais pas réalisé, quand on a lancé la société avec Yann, on se disait, bon, le remplacement des piles, c'est pas bien. On n'avait pas réalisé le coût que ça représentait pour un client d'aller remplacer une pile. Parce que quand vous avez un flux avec 10 000 ou 20 000 produits qui ont des étiquettes des piles, on vous dit la durée de vie d'une pile, c'est 3-4 ans, je ne vais jamais le vérifier, moi, c'est ce qu'on vous dit. En fait, c'est négocié. Vous avez des remplacements de piles dès le premier mois quasiment, et puis pendant de nombreuses années. Donc, vous devez dédier des équipes au remplacement de piles. Au-delà de cet aspect logistique compliqué, c'est que quand vous avez une pile qui tombe, vous êtes obligé d'arrêter le flux de production dans ce coin-là. Et ça, c'est un coût phénoménal. Vous allez dépêcher le gars pour désappairer le truc, remplacer la pile et réappairer le truc au système. Donc, le coût en moyenne calculé par tous les clients, que ce soit Michelin, Eramet, Collins ou d'autres, c'est 100 € par remplacement de pile. La pile en soi, elle coûte 50 centimes ou 1 euro. Mais du coup, vous avez un TCO, ce que les clients appellent le TCO boîtier, qui est le Total Cost of Ownership sur une période longue.
qui est de plusieurs centaines d'euros, parce que vous avez des tags, aujourd'hui des tags actifs à OW qui sont pour certains entre 50 et 100 euros. Mais si vous regardez votre amortissement sur 5 ou 10 ans, tripler ça. Donc ça peut être et c'est pour ça d'ailleurs qu'aucune solution n'a jamais scalé sur des centaines de milliers d'unités, des solutions actives, parce que ça, c'est juste. C'est pas gérable. Et donc on trouve des déploiements sur de la gestion de flotte en outdoor à l'extérieur. Là, il faut trouver des trucs pour de la gestion de véhicules, par exemple avec du GPS, avec sous pile, etc. Là, ça, parce que vous allez avoir de la maintenance, ou parce que vous allez utiliser du solaire, d'autres dispositifs palliatifs, mais sur des volumes pour faire de la traçabilité, c'est juste imaginable. D'ailleurs, tous les clients me le disent. Il y a 3 raisons pour lesquelles IKEA, tous ces acteurs-là n'ont jamais déployé des solutions rapides. C'est le form factor, la taille n'est pas compatible. Vous ne pouvez pas empiler des cartons dès que vous avez une verrue qui fait 5 cm d'épaisseur. 2, c'est le coût du remplacement de la pile et du TC ou du tag. Et 3, après, il y a le côté performance qui est aussi important. Parce que si vous ne savez pas discriminer le fait que votre carton est là ou dans la piste d'à côté, parce que la plupart des solutions, aujourd'hui, quand vous regardez, c'est du 5-10 mètres de précision. Et 5-10 mètres, ça nécessite de la recherche. Ça peut être 10 mètres, et là, ça devient, même 5 mètres, c'est compliqué. Vous ne savez pas discriminer les zones. Donc, optimiser le picking avec ça, c'est plus compliqué. Là, on est à 2 mètres. Alors, après, il y a eu des difficultés sur le projet, comme toujours. Je vous passe les parties vraiment techniques auxquelles on trouve toujours une solution. Mais le problème qu'on a eu, c'était pour que la géolocalisation soit juste par rapport à notre carte du site. Donc, j'ai dû faire venir un géomètre qui nous a fait un repérage terrestre, pour qu'on puisse recaler notre plan de site, pour que lorsque la géolocalisation dit c'est là, que ça colle vraiment avec notre map. Et ça a été le point. On a mis pas mal de temps à savoir ce qu'il fallait faire, parce que on avait du mal à comprendre ce qui se passait. C'est un problème de référentiel, en fait. En fait, dans la plateforme, on a 2 référentiels. Un référentiel absolu, Google Maps, qui permet d'ailleurs à un client qui a déployé la solution sur plusieurs sites de voir ces plusieurs sites et de pouvoir faire des rejets directement, et des coordonnées relatives. Et ces coordonnées relatives, elles sont calibrées initialement avec les plans qui nous sont fournis par le client. Et du coup, s'il y a un offset, on peut le retravailler, mais du coup, ça nécessite un géomètre pour être sûr qu'on a les plans. Oui, parce que le client, lui, a son plan, mais il s'en sert jamais. Enfin, il s'en sert jamais juste comme ça pour faire joli, mais il ne corrèle jamais avec la. Donc maintenant, on a trouvé des palliatifs pour recalibrer cet offset, mais c'est des petits points de détail qu'on a découvert en déployant la solution. Bon, après, c'est pas forcément des gros offsets, mais si vous avez quelques mètres d'offset, sur des étagères, sur des positionnements, ça peut être un souci. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est pas du tout du fait de YouWinlock. C'est un problème d'Aubert et Duval, d'avoir une carte qui n'est pas réelle finalement par rapport aux vraies positions satellites. Mais globalement, si on teste la solution, si le point il est à côté, on va dire ton truc, ça ne marche pas. Vous voyez, donc là, c'est très important qu'on travaille en partenariat et qu'on fonctionne vraiment en mode agile, en fait, avec des sprints, avec les méthodes Scrum et compagnie, parce que vraiment, c'était un truc sans terrain, sans test itératif, prototype, on teste avec les opérateurs qui donnent leur retour immédiat et on reteste derrière, et puis ils comprennent aussi que notre besoin il évolue et que finalement il faut changer, parce que quand on est arrivé à la 4e version de Charlie, YouWinlock, ça a été un vrai plaisir. Alors, c'est pas parce qu'Eric est là, mais quand ça se passe pas bien, on ne fait pas des présentations communes. Non, je me demande, mais ça a été super agréable. Alors, non seulement de travailler avec Eric, mais d'avoir ce pool de clients représentatifs de Vertical, parce que eux-mêmes entre eux finalement ont beaucoup échangé, parce que en général tous ont le même challenge, c'est de transformer, de digitaliser leurs opérations. Donc que ce soit avec Michelin ou avec Collins, et dans les critères qu'on s'était mis au départ, il fallait on se disait que les clients qu'on embarque sur ce projet, on prenne du plaisir. C'est du feeling. Et ça s'est réalisé comme ça. Ça aurait pu se réaliser différemment, parce que des fois, vous découvrez les gens aussi. Et du coup, ça a été vraiment super agréable, parce que dans les difficultés, des fois, on cherche une paire, on a un problème. L'histoire de position du moine du Poitiers, quand vous l'avez devant le gars et que le gars vous dit non, il ne faut pas le mettre là, sinon moi, je ne peux plus bosser correctement. C'est ce type de retour, cette franchise dans les échanges qu'on a eu avec les partenaires, ça a été très très utile pour nous, pour s'assurer que derrière on avait un produit qui répondait aux exigences tant en termes de performance que de coût, et qui était facile à déployer, et derrière réduire le risque finalement pour nous de commercialiser une solution derrière. Et puis les partages qu'on a vu avec Michelin, et on apprend les uns des autres beaucoup. Mais du coup, l'association, comment est-ce que ça fonctionne entre justement Collins, Michelin et Aubert & Duval? C'est une association Non, c'est une gentleman agreement. Il n'y a aucun. Il n'y a pas on a écrit un MOU quand même. Oui, on a écrit un MOU ensemble.
En fait, on met en place un MOU sur une phase de design. L'objectif, c'est d'arriver à converger sur un cahier des charges commun. Ce qui n'est pas inclus dans le cahier des charges peut être traité de deux manières, soit sur une version suivante du développement, soit en mode ad hoc, si c'est quelque chose qui est considéré comme très spécifique pour un client, il veut un écran particulier pour son process. Là, on travaille avec des partenaires qui sont soit des intégrateurs, soit des éditeurs qui vont venir développer en plus. C'est pas notre corps de métier de faire du très spécifique, mais on sait faire et on l'a fait à plusieurs reprises. Ensuite, il y a une phase d'industrialisation avec le client. Et le client bénéficie, de par son investissement sur la période des 2 ans, d'un prix réduit et d'un premier go-to-market de la solution. Il est prioritaire dans les déploiements. Donc, en fait, il se retrouve avec une solution qui non seulement répond à ses exigences, qu'il a vu, puis surtout, on a appris à travailler ensemble avec nos équipes. Donc, ça se déploie beaucoup plus rapidement aussi derrière dans le process, parce que tous les opérateurs en entendent parler, parce que tout ce travail-là, finalement, de gain a été aussi analysé dernièrement et permet d'avoir une relation continue après derrière, beaucoup plus facile. Et du coup, là, les devices, donc que ce soit celui qui est sur le FEN, par exemple, ça peut s'adapter sur n'importe quel chariot ou... Quasiment tous les chariots de type fork, oui, clairement. Là, on est en train de voir des adaptations pour des grues, par exemple, ou d'autres types d'équipements. Et en parallèle à ce projet, il y a un autre projet qu'on fait avec Airbus, avec Cisco et d'autres, pour avoir une clé, la version infrastructure fixe que j'évoquais tout à l'heure, pour réduire son coût et pour faciliter son déploiement à grande échelle sur des sites, d'avoir des beacons, enfin, ce qu'on appelle nos récepteurs finalement, sous forme de clé USB qui se plug sur les infrastructures existantes du client. Donc en fait, c'est Cisco qui est venu nous chercher, qui a financé un premier projet d'intégration, parce que leurs propres clients leur demandent des services à valeur ajoutée autour du 4.0. Et pour s'affranchir de tous ces coûts, justement, de mettre une prise, d'aller tirer du câblage, qui est super coûteux, une prise, c'est 1500 € chez Airbus quand on veut rajouter une prise sur un mur. Donc, et nous, ça nous a permis de diviser là entre 5 et 10 les coûts d'infra. Donc, on est sur des coûts d'infra à 3-4 € le mètre carré sur la prochaine génération qui est en train d'être développée de notre infrastructure fixe. Donc, ces deux projets sont en parallèle et visés finalement à avoir une solution qui soit réellement scalable, très simplement, à grande échelle, et qui peut être déployée en quelques jours. Sur le boîtier Mavis, on a moins d'une journée d'installation, et en quelques jours, vous avez une solution 100% opérationnelle. Alors pour l'instant, on n'en a pas encore eu l'utilité, mais on a imaginé de mettre un AMR, donc comment on appelle ça, c'est des engins autonomes là, qui se promènent, des petits AGV, mais pas filoguidés, mais autonomes, des robots roulants, de lui mettre le boîtier et que ce robot, toute la journée, il tourne et puis il fait les inventaires. Oui. Il va, il énergise et puis il chope les signaux et puis il met à jour la cartographie avec ce qu'il a vu. Il pourrait même émettre des alertes si sur la cartographie, il aurait dû voir un produit qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas réussi à capter, soit il y retourne et il va plus près pour voir qu'est-ce qui se passe et puis émettre des alertes s'il n'a pas vu un produit ou si... après, on peut imaginer tout un tas de choses. Là, je parlais d'un robot, mais on peut imaginer un sac à dos. Il pèse rien, il pèse 2 kilos, le petit boîtier, même pas 1,5 kg, le petit boîtier. Un des futurs développements sur lesquels on commence à réfléchir, qui probablement va voir le jour dès cette année, c'est version gilet. Parce que là, c'est sur des pièces de manutention. Le plus lourd, c'est avec la batterie. Parce qu'il va bien falloir quand même amener de l'énergie pour cette énergie. Sur un gilet, en fait, on a besoin d'une autonomie de 8 heures. Donc, on peut avoir quelque chose qui sera de ce type de taille-là, de batterie, des batteries pour les iPhones, vous savez, chargeables. Ouais. Vous avez dans le dos, on peut réfléchir. Et après, on peut l'imaginer, ça peut être sur du. J'ai une petite question. Oui. J'ai une petite question justement par rapport aux infrastructures dont vous parlez, par rapport aux 3-4 € par mètre carré. Donc, ça, c'est si jamais il y a des infrastructures fixes, parce que là, si jamais on met ça sur les chariots, il n'y a pas forcément d'infrastructure fixe avec des prises à tirer ou autre. Non, alors là, je parle pas de la solution Mavis. La solution Mavis, elle aboutit aujourd'hui. La solution en train d'être déployée à grande échelle, c'est plus par rapport à l'infrastructure fixe quand on veut faire, par exemple, du WIP, du Work in Progress, monitorer les temps de passage, c'est-à-dire 100% automatisé, avoir une précision de l'ordre de 30 cm dans les environnements indoor. Là, on a besoin d'une infrastructure fixe. Et cette infrastructure fixe était beaucoup plus coûteuse que ça en termes de coût d'infra, mais aussi de coût d'installation pour le client. Et du coup, c'était souvent un process assez long parce que le client devait déployer du câblage pour pouvoir venir mettre ses ancres au plafond et les brancher sur des prises du 220. Donc là, la nouvelle version, ça va être une version en module USB, clé USB, qui vient se plugger sur des infrastructures Wi-Fi existantes ou 5G.
Et du coup, qui peut se déployer en l'espace d'1 ou 2 jours, là où c'est souvent 2-3 mois avant de pouvoir faire des installations sur ce type d'infrastructure, parce que vous avez besoin d'installer des câblages, etc., de faire venir des partenaires extérieurs. Donc, simplicité, mais aussi réduction de coûts d'infrastructure. Ça ne concerne pas la présentation, la solution qu'on vient de vous Oui, bien sûr. présenter. Elle n'a pas besoin, effectivement, d'être réglementée. Donc, l'offre Mailix. Oui, pardon. Si vous voulez finir ce sujet, après j'avais une autre question. Oui, bah, allez-y, peut-être, alors, du coup. Bon, c'est par rapport au quand le chariot tourne finalement au milieu des racks, est-ce que il fait également un inventaire où il voit également les autres produits, est-ce qu'il met également à jour la position des autres tags à ce moment-là, ou parce que si jamais à un moment il y a un rack ou une palette qui est déplacée alors qu'il n'est Ça pas ne nous suivi, est pas c'est pas- demandé finalement aujourd'hui. Ce qu'on envisage de faire, on fait des tests aujourd'hui avec des AGV, ce qu'évoquait Eric, parce que certains clients pourraient être intéressés par ça. Mais finalement, on se rend compte que la fiabilité existante de la solution n'exige pas ça. En fait, on se rend compte que finalement, de toute manière, il est impossible de déplacer une palette aujourd'hui à la mano sans avoir un fork. Sur les forks, sur les sites, vous savez quels sont les forks qui opèrent. Donc en fait, c'est un besoin qui avait été identifié initialement, mais finalement qui n'a pas été jugé prioritaire par les clients avec lesquels on travaille et qu'on fera peut-être à terme, mais pour des cas particuliers. D'accord. Si je peux me permettre, on vous enverra ces planches-là, c'est des planches qui présentent la solution dans son détail. Je ne reviens pas sur ce qu'on a évoqué, parce que je pense que c'est relativement clair que c'est pour faire de l'indoor, de l'outdoor. On n'a pas tout à fait les mêmes précisions en indoor et en outdoor. Hein. Sur de l'outdoor, on est plutôt sur on prend un GPS classique, on est plutôt sur du 2-3 mètres et en dessous de mètre pour de l'indoor. Mais on peut améliorer la précision en outdoor en dessous du mètre. Sauf avec le tag de position. Oui, avec le tag de position, là, on est en dessous clairement du mètre, mais sur de l'outdoor, ça, c'est typiquement les captures d'écran qu'on peut avoir, un indicateur de dashboard qu'on a pour le cariste qui voit ce qu'il a sur ses fourches devant, et si c'est bien ce qu'il était censé avoir. Là, vous avez des diagrammes qui permettent d'illustrer, de bien comprendre le mécanisme d'énergisation, de détection et puis derrière de localisation. Ça, c'est les heatmaps typiquement qu'évoquait Eric, avec typiquement des écrans et des dashboards que vous pouvez voir directement sur la plateforme. Ça, c'est les usages, les applications. Donc, ça vous permet concrètement de vous affranchir d'énormément d'opérations manuelles, puisque là, tout le process de traçabilité est automatisé. Il n'y a plus de douchage manuel qui non seulement sont coûteux en temps, parce qu'une opération de douchage, c'est 8 secondes en moyenne, et dans un entrepôt, en général, vous touchez en moyenne entre 6 et 10 fois un produit entre son point d'entrée et son point de sortie. Donc, vous en avez des centaines de milliers. Ça représente des coûts considérables. Mais au-delà du coût, c'est des problèmes d'erreur, de collision de paquets qui font que vous avez, d'ailleurs, c'est pour ça que, en discutant avec Decathlon, ils continuent de faire du douchage manuel à la mano, c'est que vous avez toujours un décalage entre 3 et 7% sur la base de données entre ce que vous avez réellement dans la base qui a été vu par le système de douchage RFID et puis ce que vous avez réellement dans le stock. Et ça, ces pourcentages-là sont extrêmement coûteux. Donc, beaucoup de clients utilisent ce type de solution pour optimiser le picking, le dropping, donc pour minimiser les kilomètres finalement. Lorsque vous avez un ordre de commande avec 3 produits, ça vous dit quelles sont les palettes à aller chercher. Et derrière, on est en train de rajouter de l'intelligence pour optimiser ce parcours, justement. Mais la plupart des opérateurs qui sont habitués à intervenir sur le site voient très très bien quel est le parcours optimum aujourd'hui à faire pour pouvoir minimiser ces kilomètres-là. Donc, c'est un gain considérable à ce stade. Ça permet de retrouver des assets extrêmement rapidement et d'optimiser l'ensemble du flux finalement. Dans l'offre, alors là, c'est les bénéfices par rapport au RFID. Je ne vais pas y revenir de nouveau, mais c'est des points qu'on évoquait. C'est le côté surtout fiabilité, précision, et puis le fait que vous n'avez plus de douchage manuel à opérer. Le problème du RFID en passif, c'est que vous ne pouvez pas localiser et que du coup, en fait, vous êtes obligé d'avoir des portiques extrêmement coûteux. Surtout que je vois chez beaucoup de clients, ces portiques ne sont pas adaptés parce que quand vous avez un avion qui passe sous, que vous avez l'envergure de l'avion, de pièces relativement importantes, les portiques ne marchent pas, donc vous ne pouvez pas être utilisé. Donc il y a aussi des limitations intrinsèques à la portée du RFID. Là, nous, on est sur des lectures à 30 mètres, des énergisations à 20-30 mètres aussi. Donc du coup, ça nous permet d'avoir des portées considérables et de pouvoir détecter. Puisqu'il y a aussi en 10 ou 15 secondes, on va avoir peut-être une trentaine d'énergisation et de renvoi de signaux. Donc, c'est comme si, par rapport au RFID, c'est comme si votre portique, vous l'aviez passé 30 fois.
Oui, Donc, c'est ça, c'est que même s'il venait y avoir une collision, c'est vachement plus fiable, quoi. Enfin, la probabilité de collision sur une émission, elle est à peu près 100 à 1000 fois moins que du RFID. Mais comme en fait vous avez un phénomène récursif, en fait vous avez un inventaire qui est 100% fiable. Et ça, ça n'a pas de prix pour certains clients. Quand ils sont sur de gros volumes de rotation, chose qu'on ne peut pas avoir facilement avec du RFID. En tout cas, pas à notre connaissance. Juste peut-être un zoom sur le coût. Typiquement, un client qui s'équipe, c'est une souscription, tout inclus, maintenance, installation, support, licence logicielle, c'est 975 € par mois, par Fenwick, et c'est 35 centimes par mois, par tag. C'est les tags durcis. Aujourd'hui, on est en train de développer un tag papier qui va sortir dans quelques mois, qui est un tag flexible, qui sera probablement un quart ou un septième de ce prix, qui peut être soit acheté en consommable, soit en mode souscription, comme c'est le cas ici. Et donc, ça vous permet d'avoir un loyer finalement qui est inclusif à la fois du hardware, du support, du logiciel, qui est régulier, qui est prédictif. Très simplement, vous pouvez, si vous l'équipez 500, 400 FEN ou 10, très facilement, excusez-moi, projeter vos dépenses et en face de ça, voir quels sont les gains que vous avez par mois. Et nous, on voit sur les déploiements de la solution Mavis, tous les ROI de nos clients sont en dessous de 12 mois. Qui est unique, quoi. C'est super rare dans un environnement industriel d'avoir des ROI en dessous de 10 mois ou de 12 mois. La plupart du temps, c'est plutôt on est sur des 2, 3 en même temps, c'est un sujet que on n'a jamais eu de solution vraiment pour l'attaquer. Donc les gains sont énormes au début. Enfin, il n'y a rien qui a été optimisé encore. Donc, enfin, je m'entends, mais voilà, on attaque vraiment des sujets qui sont vierges. Donc, là, et puis, c'est pas comme s'ils n'avaient pas surfé. Enfin, c'est intéressant parce qu'on a eu des clients comme Eric, par exemple. Tu m'as suivi pendant 2 ans. 2 ans, j'ai ramé. J'ai fait je ne sais pas combien de salons. Puis vous aviez testé pas mal de choses avant. Enfin, c'était intéressant d'avoir des clients aussi qui étaient très éduqués, qui avaient mûri le sujet et qui, parce que légitimement, c'est un univers qui est complexe, hein, entre la 5G, la 4G, le LoRa, le Wi-Fi, le Bluetooth, l'UWAC. Enfin, il y a énormément de technologies qui servent différents sujets, parfois plus ou moins bien, mais en tout cas qui ont le mérite d'exister. Donc beaucoup de respect pour toutes ces solutions-là. Moi, j'ai pas de souci. Mais on se rend compte que sur le sujet de la traçabilité des stocks, on doit adresser des volumes, il n'y a plus grand monde. Pour faire du tracking à forte valeur ajoutée, par exemple, vous voulez traquer des athlètes, il y a du LoRa, des actifs qui sont très très bien, et c'est super. Il y a pas mal de solutions qui sont adaptées pour des cas d'usage particuliers. Donc, on se voit vraiment comme une solution qui est très complémentaire de ce qui peut exister en actif aujourd'hui. Quelque part, ils ont été en partie précurseurs, mais si ces technologies avaient pu scaler, il y a longtemps qu'elles ont scalé. Ça fait 15 ans qu'on fait du PLE, ça fait 15 ans qu'on fait du W actif. Donc quelque part, on vient compléter cette offre-là avec une offre qui peut être déployée à grande échelle dans des flux de production ou des flux logistiques. Et juste par curiosité sur l'énergisation, donc c'est à peu près à 1 mètre, c'est ça, dès qu'on s'approche en indoor, on est à 1 mètre et ça permet d'énergifier, je ne sais pas comment on dit, le tag. Alors, il faut distinguer la solution Mavis, qui est sur le fort, et la solution fixe. Quand vous êtes en solution fixe, pour ce bâtiment, typiquement, vous avez besoin d'une balise aux 4 coins du bâtiment et vous allez trianguler. Alors, pour trianguler en 2D, donc avoir une position XY, il vous faut que votre tag soit vu par 3 balises. Vous avez la densité de balises qui va être ajustée en fonction de vos exigences. Dans une partie du bâtiment, vous voulez faire de la 3D, il faut que un tag soit vu par 4 balises. Si vous voulez faire de la 2D, vous allez avoir besoin. Donc, vous pouvez avoir un floor de production en 2D avec une densité de balises donnée, typiquement 3 balises pour qu'un tag puisse être vu, et puis une densité de balises un peu plus élevée sur les zones où vous voulez faire de la 3D pour pouvoir. Donc, ça va être la solution infrastructure fixe. Et là, la portée est entre 20 et 30 mètres aujourd'hui pour assurer une fiabilité et une robustesse complète. Parce que arriver sur les limites du système, on pourrait peut-être aller sur la portée de l'émission de l'étiquette, on sait lire une étiquette jusqu'à 70-80 mètres. Le problème, c'est que derrière, vous avez des problèmes de rebond, par exemple, ou de phénomènes d'occultation, des environnements très métalliques, quand vous avez des étagères, etc. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'un tag ne soit pas vu par 3 balises, et qu'en général, il y a un maillage sur un grand site type Airbus ou autre, on veut qu'une étiquette soit vue par 7-8 balises, de manière à s'assurer derrière que, quel que soit le phénomène occultant qui peut passer, une plaque en métal de 10 mètres carrés transportée par un fort, ou une nouvelle machine qui est installée dans une zone, ou une reconfiguration, que cela n'ait pas d'impact sur la qualité et l'intégrité de la donnée qu'on livre. Voilà. Donc pour Et ça, du c'est coup, vrai.
Excusez-moi, mais du coup, concrètement, dans une usine ou un entrepôt, vous préconisez quoi comme densité de balises? Bah, tous les 20 mètres, aujourd'hui, c'est 20 typiquement. mètres, ok. Et c'est très compatible. Alors, en plus, tu avais la version USB dongle qu'on est en train de mettre au point avec Cisco, Aruba, Juniper et puis certains acteurs de la 5G. Les points d'ancrage et des points d'accès, en moyenne, sont typiquement tous les 15 mètres. Donc, en fait, le coût de la balise sera beaucoup moins élevé, d'une part, mais comme on n'a plus les coûts d'installation, d'infra et de câblage qui sont des coûts qui sont importants pour le client, même si nous, on ne les voit pas, parce que le câblage, finalement, on va la rajouter, les industriels le font en général avec leurs propres partenaires, ça rend la solution plus facile et beaucoup moins coûteuse à déployer. Et pour ce qui est de la 5G, nous, les retours qu'on a des clients comme Volkswagen, enfin pas mal de clients ont testé la 5G, c'est que on voit globalement 70-80% de nos clients qui ont du Wi-Fi sur les sites. Pour la 5G, ça arrive, mais ça arrive lentement pour plein de raisons. Parce qu'en fait, le cœur de réseau n'est pas encore tout à fait prêt. Donc, les services à valeur ajoutée sur la 5G ne sont pas dispo. Et puis, il y a des problèmes d'allocation de bande en fait, qui sont différents d'un pays à l'autre. Et puis c'est les tags actifs. Oui, et puis c'est du tag actif dans tous les cas. Donc, mais ce que je veux dire par rapport aux infrastructures, venir se plugger sur les infrastructures, tous les tests sur la 5G, parce qu'on avait pas mal de clients qui nous disaient oui, mais on pense qu'il y aura quand même beaucoup moins de coûts d'infrastructure sur le Wi-Fi, parce que portée plus grande. Là, non, en fait, parce que tous les tests en réel dans les usines montrent que finalement, on a quasiment le même nombre de points d'accès 5G que de points d'accès Wi-Fi. Pour des questions de puissance et mise en indoor qu'on ne peut pas avoir, ce n'est pas les mêmes que celles en outdoor. Et puis surtout, quand vous avez une aile d'avion au milieu de votre site industriel, bah, vous avez les mêmes problèmes de propagation radio qu'avec le Wi-Fi, qui fait que vous allez devoir densifier de manière considérable les points d'accès pour avoir une couverture homogène. Si vous avez des gars, des opérateurs qui travaillent avec des tablettes ou avec du Wi-Fi, etc. Donc, ces règles qui s'appliquent à l'extérieur pour la 5G, où on dit, bah voilà, on a une antenne tous les 2 km, tous les kilomètres, s'appliquent absolument pas en indoor. Et tous les clients semblent confirmer ça aujourd'hui. Enfin, les clients, ou même des gens avec qui on ne travaille pas forcément, mais avec qui on a échangé, nous disent, ça arrive, mais ça va arriver lentement parce que finalement, c'est plus cher que le Wi-Fi aujourd'hui. La 5G en infra en private network, hein, pas si on utilise le réseau 5G public. Mais là, tous les industriels nous disent, bah, nous, les réseaux publics 5G, le problème, on ne va pas transiter notre donnée via ces réseaux-là. Donc, ça va arriver, mais ça mettra du temps. Donc, la 4G, donc vous avez de la 4G dans le Mavis. Ouais. Alors, on fait 4G ou Wi-Fi. Ça dépend, en fait, des sites. C'est pas fourni d'office, c'est-à-dire que c'est pas un boîtier qui a et de la 4G et de Wi-Fi. Si, en fait, la question, c'est est-ce qu'on met une carte SIM ou pas Oui, dans le Mavis. Parce que du coup, c'est vous qui fournissez l'opérateur qui va avec. Alors, il y a les deux options. Soit le client prend l'opérateur avec son parc de carte SIM à gérer, soit c'est nous qui le faisons. Dans l'offre souscription, c'est nous qui gérons. On livre une fonction de localisation et de traçabilité. Tout est géré. Donc, le client n'a pas à se soucier de gérer les refresh, les nouvelles versions. Le but de ce qu'il y a d'affiché à l'écran, là, c'est de pouvoir lancer des tests, quoi. Je veux tester, qu'est-ce que ça me coûte, qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table, voilà, bah, c'est ça. Mais puis porter sur 3 mois. Ma question pour aller au-delà, c'est-à-dire la 4G, en fait, je vais poser une question bête. Hein, c'est pour remonter la donnée, c'est pour quoi faire? Oui, c'est à quoi ça va servir la 4G? Ah ben, en fait, que ce soit la 4G ou le Wi-Fi, quand vous avez un fork lift, un FEN qui est à l'extérieur, avec un boîtier, il lit des étiquettes qui peuvent cette donnée, puis se remonter vers le serveur. D'accord, il est en interrogation permanente. Ah non, pas en interrogation permanente. En fait, il bufferise et il pousse la donnée vers le serveur. Ça fait que d'un point de vue utilisateur, vous voyez en temps réel votre forklift se déplacer sur votre tablette. Vous avez accès à toutes les données en temps réel, que ce soit indoor ou outdoor. D'accord. Et vous avez des modes, je sais pas, remote, dans le cas où il n'y a pas de Wifi. Oui, en fait, s'il n'y a pas de Wi-Fi ou de 4G, ce qui peut arriver, en réseau qui tombe, du Wi-Fi, etc., voilà, on bufferise et on bufferise. Et à partir du moment où il y a une perte de réseau, souvent c'est un point, on l'a vu sur plusieurs sites, toute une procédure de sécurité qui fait que le Mavis va interroger le réseau pour voir quels sont les réseaux disponibles et se reconnecter. Et quand il se reconnecte, là, il peut décharger son buffer. Et du coup, j'ai poussé encore plus loin. Si on bufferise, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toujours besoin d'une donnée instantanée et donc d'un débit en communication important. Ah, mais il y a très peu de débit. Sur le Mavis, il y a très peu de débit, puisque autant en indoor, une balise en indoor va pouvoir voir 10, 15 000 produits dans son environnement simultanément. En outdoor, avec le fort,
vous n'avez pas 10 000 caisses devant vous. Oui. Donc, la remontée de données, le flux, il est très faible. Et comme en plus, on a, contrairement à de la 5G, on a fait des tests, parce que LoRa, Semtech était venu nous voir il y a quelques années. Ils étaient super intéressés par notre système de collecte d'énergie. Ils voulaient faire du tag LoRa sans fil. On a eu toutes leurs équipes de direction technique qui sont venues, on a fait des études. Ils sont à 5-6 ans de pouvoir faire du tag passif. Et pourtant, ils ne consomment pas grand-chose déjà, LoRa. Pourquoi? Parce qu'ils ont des protocoles qui sont lourds. Et la 5G, c'est encore pire. C'est 3 fois. Vous avez des messages qui sont relativement longs, qui sont très bien pour faire de la communication bidirectionnelle. C'est le principe de la communication, c'est innocent. Mais pour remonter une identifiant avec ça unique et vers un réseau, c'est un facteur 100 en termes de débit. Vous consommez beaucoup, beaucoup moins. On a un pulse de l'ordre de la nanoseconde qui contient son identifiant. Tout le calcul, toute l'intelligence est dans l'infrastructure. Et comme le tag ne peut pas être adressé à distance, c'est pas un système bidirectionnel, en fait, c'est aussi ça qui fait que le système est extrêmement robuste en termes de sécurité. Vous ne pouvez pas hacker un tag. Il n'y a aucun moyen d'accéder au tag. Le tag, il a un identifiant dur dessus, point barre. Et du coup, vous ne pouvez pas aller spoofer, hacker, comme on pourrait le voir sur des systèmes de communication classiques, on va dire. Voilà. Oui, on peut hacker que la partie serveur, en fait, applicative, mais pas la... La partie serveur, souvent, quand c'est des clients dans le domaine de la défense, ça, c'est des sujets où on a beaucoup mûri, parce qu'initialement, on ne savait pas trop quelles étaient les exigences de certains clients, etc. Toute la donnée localisée chez eux, s'il y a un risque, c'est plus sur la périphérie, le edge du réseau, et justement, sur ce point-là, on a un avantage considérable. En général, toute la partie interne est quand même très sécurisée. Et d'ailleurs, d'autant plus que maintenant, avec la nouvelle génération de pointes de clés USB, notamment, on encapsule dans des containers notre donnée qui transitent via l'IT du client. Donc, en fait, on ne réinvente pas la roue là, sur ces sujets. On a zéro valeur ajoutée, ce n'est pas notre cas de métier. C'est top. Peut-être des réactions là, Vas-y, Bertrand. Et puis, merci. Et puis les données finalement ensuite elles appartiennent aux clients et donc je présume que c'est sur des serveurs AWS, etc. Et donc Oui. après s'ils souhaitent les traiter d'une façon ou d'une autre, ils peuvent faire appel, je sais pas, à d'autres prestataires pour trouver C'est ça, d'autres optimisations ou autres. Exactement. Nous, les partenaires avec lesquels on travaille, ça va être soit des intégrateurs qui travaillent aussi bien avec des PME que des grands groupes. Là, par exemple, pour Michelin, c'est Michelin fait appel à British Telecom pour déployer sur 40 de leurs sites dans le monde. Nous, on n'a pas de valeur ajoutée à déployer des techniciens, des ingénieurs à Shenzhen, à Rio, pour équiper leurs sites. Donc, qui fait l'intégration, qui fait derrière la maintenance. Sur la partie valeur ajoutée process, parfois ils font appel à des sociétés de conseil type Sopra, Capgemini, enfin des grands groupes de conseil ou des petites structures avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler. Parce que c'est des choses qui sont très spécifiques à leur process qui veulent garder en interne. Donc c'est plutôt des consultants qui vont intervenir sur leur site avec leurs propres équipes pour intégrer ça à leur process. Surtout chez des clients comme Michelin, où les process de fabrication de pneus sont extrêmement sensibles, c'est confidentiel, c'est des informations qu'ils veulent garder absolument en interne. Donc nous, on se focalise sur fournir une solution très facile à déployer, très facile à déployer à grande échelle, et avec une donnée où on garantit un certain niveau d'intégrité, de qualité, et qui est facile à extraire pour le client dans son propre process. Ça peut être aussi des éditeurs logiciels qui nous approchent de plus en plus, parce que quand on manipule pas mal de données, il y a des éditeurs logiciels qui sont intéressés maintenant pour venir greffer des briques applicatives pour de valeur ajoutée. Ça, c'est une manière d'enrichir finalement l'offre pour nos clients. Donc voilà. Ok. Oui, j'avais une question par rapport à l'adhésion du métier et notamment des conducteurs de forklift. Vous n'avez pas eu de la défiance avec le système de géolocalisation? En fait, on les a intégrés très tôt, donc dès la première réunion. Et en fait, ils souffraient également de ce problème de où sont les pièces, quoi, hein. Ils étaient tellement sous Oui. pression et tout le temps à solliciter pour quand on leur a dit qu'on aimerait s'attaquer à ce sujet-là, ils étaient ravis, quoi. Donc d'eux-mêmes, ils ont dit bon, bien sûr, dans les groupes, ça y est, du coup, on va nous piquer notre boulot. Enfin, ces sujets-là sont venus, mais franchement, le boulot ingrat, il y a beaucoup de monde qui n'en veut pas, quoi, hein. Donc, pour eux, c'était un soulagement de dire
On va te donner maintenant, on va te dire, parce qu'ils l'ont fait finalement, ils ne sont pas partis de rien, ils se sont fait un fichier Excel. Ils se sont fait des fichiers Excel où ils disaient, où ils ont déposé les pièces, etc. Et bon, le fichier Excel, il a planté, il n'est pas à jour, enfin bref. Donc eux-mêmes, ils souffraient ils avaient essayé de mettre des choses en place, mais ça ne marchait pas. Donc, non, il y avait une vraie douleur, il y avait un vrai besoin de les aider par rapport à tout ça, parce que la taille du site, la taille des pièces, et c'est vraiment, on ne peut pas imaginer qu'en 2022, on continue à ramer comme ça pour trouver. On finit toujours par les retrouver, les pièces, hein, mais la demi-heure ou les 2 heures perdues, c'était 2 heures de stress absolu, quoi. Donc, Et est-ce que vous avez eu le cas d'usage de savoir si les colis partent dans les bons camions? Oui, alors forcément, oui. On intègre dans le projet. En fait, on fait un projet sur des quais de chargement, ouais. Ouais, il y a le projet de géolocalisation, mais le projet, en fait, il est beaucoup plus vaste que ça. On a dit on veut garantir, le cahier des charges, on veut garantir qu'on livre la bonne pièce au bon client. Donc, en fait, on va faire un check au moment où le camion part. C'est là qu'on va retirer les tags et c'est là qu'on va checker que la liste de préparation du camion, la liste de chargement, corresponde bien à tous les tags qu'on vient de retirer des colis. D'accord. Donc, on va checker ça au moment du. Donc, il y a une petite étape, au moment du chargement, on retire tous les tags. C'est ça. Oui, parce qu'en fait, les tags sont réutilisés. Ils sont réutilisés, ils ne partent pas chez le client. Ça, c'est dans le tag durci. Le tag papier, il partira, il pourra même être suivi dans le camion. Alors, si on est bon, nous, on n'a pas été, désolé. On n'a pas réussi à vendre surtout à Airbus le fait que lui, ça pouvait lui apporter une bonne valeur ajoutée. Parce que lui, pour exploiter la donnée également. On laisse le tag et chez lui, parce que nous, jusque-là, on lisait les pièces, enfin, il y a 8 ou 9 digits gravés sur la pièce, et les gars, à l'œil, ils lisent le truc et ils disent oui, c'est bien la bonne pièce. Mais chez Airbus, quand ils réceptionnent nos pièces, ils font pareil. Donc là, on aurait pu leur laisser, il suffit qu'ils mettent un scan, hein, un boîtier chez eux. Quand le camion arrive, ils savent exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Et après, on a bon espoir que ça se fera. Après, c'est vrai qu'il y a eu un contexte particulier depuis 2 ans dans le secteur aéronautique, et c'est quand même beaucoup impacté. Donc, certaines priorités ont été temporisées pour certains clients, etc. Donc, mais oui, c'est clair que le bout en bout, c'est clairement ce qu'on vise. Et dans les véhicules, par exemple, on travaille avec British Telecom, là, alors pas sur la partie intégration, mais British Telecom, c'est aussi l'opérateur de téléphonie mobile au UK. Donc, ils ont, c'est leur branche OpenReach et British Telecom, et on leur fournit dans les camionnettes de techniciens qui interviennent sur les sites pour la maintenance, un boîtier qui permet d'identifier ce qui est dans la camionnette ou dans le camion. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'une fois sur 2, c'est juste énorme, les gars, quand ils sont réaffectés pour la maintenance, ils sont appelés sur leur Toki, enfin, ou je ne sais pas si c'est un système Toki ou un système UHF, mais on leur dit, tiens, il faut aller sur le site DeepSwitch parce que la BTS numéro X qui vient de tomber. Ils ont beau connaître la panne, ils ne savent pas ce qu'ils ont derrière en fait, dans le camion, ce qui leur reste comme consommable, par exemple, sur certains fusibles ou certains types d'équipements, et aussi parce que certains oublient des outils sur les sites. Quand vous êtes au milieu d'un champ, vous montez au truc, vous laissez une clé ou certains types d'équipements qui peuvent être parfois coûteux. Donc en fait, ça leur permet de suivre tout ce qu'ils ont dans leur fin, de réaffecter efficacement les techniciens en cours de journée et leur éviter de revenir au central pour récupérer du matériel qu'ils n'ont pas forcément dans le Fenwick au moment où ils ont l'appel. Ça, c'est un bénéfice. L'autre bénéfice énorme, c'est que financièrement, ils déprécient tout ce qui sort du stock principal de l'entrepôt. Parce qu'ils savaient, comme ils ne savaient pas le tracer forcément bien, dans le camion, ils le dépréciaient complètement. Alors que là, ces stocks qui sont encore vivants et dans les camionnettes, ils continuent de les valoriser. Donc oui, il y a une vraie continuité qui est possible. Alors, pour le moment, on n'a pas encore de client qui est déployé de bout en bout mais à partir du moment où vous savez faire un inventaire dans la camionnette, un intervalle régulier, vous savez aussi optimiser les routes beaucoup plus efficacement du dispatch pour le dernier kilomètre. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le problème aussi. Souvent, sur certains cas d'usage, on a des clients qui nous disent, bon, on a 10 colis à livrer, comment je fais pour... Alors, ça, on ne va pas le faire avec un tag durci. Il faut qu'on ait le tag papier, mais c'est un marché qu'on adresse avec le tag papier. Alors, par contre, nous, la suite, c'est nos sous-traitants. Les sous-traitants d'usinage, de l'opération, on va leur mettre des portiques chez eux, enfin un boîtier chez eux. Comme ça, on saura quand le produit arrive sur leur site et on saura quand il repart de leur site. Ça va nous donner une information précieuse en temps réel pour savoir exactement mieux planifier notre...
c'est votre produit il répond à des normes ATEX ou des choses comme ça? Non. Alors, je pense à des sites qui sont soumis à atmosphère explosive. Ouais. Aujourd'hui, il ne répond pas aux normes ATEX. Alors, on est preneur de faire un partenariat, comme on a pu faire avec pour atexifier la solution. Il y a des discussions en cours, c'est amusant que vous me parliez de ça, parce que pas plus tard que la semaine dernière, on a 2-3 clients qui pourraient être intéressés pour démarrer une atexification de la solution, parce qu'effectivement, il y a des sites en France et à l'étranger, il y a un vrai besoin. Et l'avantage qu'on a sur le tag, c'est qu'effectivement, comme il n'y a pas de pile, l'atexification soit relativement rapide. Pour le boîtier, c'est comme tout type de boîtier. Là, on est en discussion avec justement Cisco, parce que Cisco utilise un partenaire qui est dans le nord de l'Angleterre, justement, pour atexifier sa solution. Quand vous achetez un boîtier d'accès point Wi-Fi chez Cisco, vous avez des versions ATEX ou pas ATEX. Les versions ATEX sont fournies par ce partenaire qui a une grosse expertise de l'ATEX. Donc, c'est un sujet d'actualité. Maintenant, on ne veut pas y aller seul. On ira de nouveau, tous les développements qu'on fait, on les fait en co-développement avec des partenaires clients. Donc, si vous avez des contacts, des partenaires qui pourraient être intéressés, on a déjà toute une présentation qui est prête et on est prêt à appuyer sur le bouton pour lancer une version ATEX. Garde en tête qu'il faut quand même 18 mois typiquement, même à partir d'une solution existante pour avoir une version ATEX commercialisable, certifiée. Oui, moi je pose la question parce qu'il y a des sites qui sont étendus. Oui, mais je suis d'accord. Et c'est vrai que bon. Pourquoi on n'y est pas allé plus tôt? Parce que on a des ressources limitées, on a une équipe limitée, on s'est focalisé sur là où on avait des volumes et des. Il faut démarrer avec, voilà. avec les utilisateurs. Oui, mais c'est clair, hein, on voit, c'est clairement une demande forte et on est intéressé par les. Oui. Est-ce que vous avez intégré votre solution en cloud quelconque? Oui. Azure. Alors, en fait, typiquement, chez Eramet, c'est le cloud Azure. D'ailleurs, notre offre va être commercialisée aussi via Azure. Notre monter le partenariat, on va annoncer dans quelques semaines, le mode de souscription, et qui permet à un client qui est sur Azure de très facilement déployer la solution. Après, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que vous fournissez la partie de base, après, ça va s'intégrer de toute façon dans les sites. Tout à fait. On fournit le hardware, la partie engine, la partie logicielle de la plateforme. Et après, la donnée peut être récupérée en push ou en pull à différents niveaux par le client dans son propre IT ou transiter via une plateforme Azure, parce que le client peut aussi vouloir tracer des choses qui vont circuler en bateau avec des systèmes satellitaires ou peut coupler ça avec d'autres solutions de type RFID, Sigfox, LoRa ou autre. Il y a pas mal de solutions. Et du coup, en interne, pour le dashboard, par exemple, vous utilisez les services Azure? Alors, non, en fait, nous, la plateforme, pour les toute la partie dashboard et user interface est quand même beaucoup plus dédiée caristes, opérateurs, personnel du site. Okay. Donc, tout ce qui est analyse financière, par exemple, on voit des clients qui font des extracts, etc. Ça, c'est plutôt fait dans leurs propres outils ou sur Azure ou sur des outils propres. Le client peut ou ne peut vouloir ou ne pas vouloir utiliser notre propre user interface. Puisque nous, on a construit il y a 3 niveaux. Il y a l'engin de calcul, des positions, etc., qui ça, est obligatoire. Le système ne peut pas fonctionner sans. Mais après, on peut récupérer la donnée à 2 niveaux différents, post-traitement, sur certains traitements où on va vouloir faire de l'analyse statistique, etc., ou en dessous, enfin, il y a plusieurs niveaux d'extra. Donc, du coup, c'est peut-être intéressant de faire une intégration pour, par exemple, faire de la mise à jour à distance sur les Mavis ou la gestion de digital twins dans les entrepôts. Alors, sur le digital twins, on a été approché récemment par des acteurs qui font des twins digitaux, en fait, et qui ont créé un modèle numérique et après n'ont pas forcément la donnée réelle pour venir soit valider le modèle, soit l'ajuster, soit le faire vivre. En fait. Ils font souvent un modèle numérique en amont, mais une fois que ce modèle numérique est fait et qu'ils ont lancé finalement leur ligne de production, ils n'ont pas ce retour sur le modèle. Donc, il y a des discussions, je ne sais pas si ça aboutira, mais en tout cas, c'est un sujet qui visiblement intéresse. Du coup, je représente Selensa. D'accord. Non, vous n'étiez peut-être pas là quand vous vous présentez tout à l'heure. Non. Donc, Jérémy Galen, je représente la société Selensa, qui est un cabinet de conseil
partenaire de Microsoft. Et on est spécialisé sur Azure, justement, pour l'intégration. D'où ma question. D'accord, ok. Si vous utilisez Azure. Ouais. C'est pour ça. Oui, en fait, on voit quand même globalement sur toute la partie plateforme cloud, il y a deux gros acteurs qui sont Azure et Microsoft, parce que historiquement, Microsoft Office est partout. Et voilà. Il y a AWS aussi qui est relativement présent. Et puis après, on peut retrouver soit des lacs de données maison, entre guillemets, certains acteurs en Europe ont aussi des données. Il y a OVH qui fait des choses aussi. Enfin, il y a pas mal d'acteurs, mais il y a quand même 70% de marché qui est capté par deux acteurs aujourd'hui. Enfin, c'est à peu près les proportions qu'on a en tête. Ça va dépendre d'un vertical à l'autre. Mais donc, ça a été essentiel pour nous d'avoir une solution qui soit compatible avec ces plateformes-là. On arrive à 14h07. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être Aurélien ou Julien qui avaient peut-être des problématiques un peu similaires chez Trelleborg ou Volvo. Est-ce que c'est des choses qui rejoignent vos réflexions ou vos travaux? Ouais, moi ça me parle complètement. Chez Volvo, on a beaucoup de problématiques du genre, hein. Tous les use cases qui ont été évoqués, c'est toutes des choses qu'on entend en usine. Des essais en UWB, on en a fait pas mal. On n'est jamais passé en production, souvent pour des problèmes de coûts de déploiement d'infrastructure. Donc je trouve tout à fait pertinente cette offre et merci pour la qualité de la présentation. C'était très clair. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Si certains veulent plus d'informations ou ont des questions complémentaires ou veulent prendre contact, je vous laisse mon numéro de téléphone. Je ne sais pas si c'est très poli de le faire comme ça, mais bon, je me permets. C'est le 07 61 67 60 28. Je vous le mets dans le chat, peut-être comme ça, oui, il y a une trace. Et je peux si une présentation qui peut intégrer justement dans le groupe du programme IoT. Oui, alors, super. On va peut-être enlever une ou deux planches, mais globalement, ça sera les planches que vous avez là. Non, mais c'est juste les coordonnées. Oui, non, mais c'est vrai. Et ce sera avec grand plaisir. Il y a plusieurs manières de voir la solution fonctionner. Ça peut être soit chez certains clients qui l'ont déployé, soit on a un showroom aussi chez nous. On peut vous accueillir chez Aubert et Duval. Hein, ça... Et ouais. Vous payez l'apéro. L'apéro. Les invités qui apportent les bouteilles. Non, mais voilà. Bon, c'est L'équation Marcheseau aussi qui est de NTN. Oui, exact. C'est spécialisé déroulement du côté d'Annecy. Donc, ils sont répartis sur plusieurs sites. Donc, probablement aussi on va dire des questionnements similaires sur la gestion de leur stock. Oui, ben après, c'est vrai que on voit, c'est quand même. Aujourd'hui, on se focalise plutôt sur l'industrie, donc ce type d'acteur nous paraît très pertinent. On a beaucoup de demandes aussi, ça c'est ce qu'on prévoit de faire à partir de l'année prochaine, suite à une levée de fonds qu'on est en train de clôturer, qui nous permettra de rentrer dans le secteur de la santé. On a énormément de demandes côté santé. Je ne connaissais pas trop ce secteur-là, je ne voulais pas avoir de surprise, donc on s'est dit on va déjà faire bien à fond ce qu'on sait faire, et on a mis 5 ans à comprendre les univers industriels de nos clients, donc on ne voulait pas aller trop vite vers de nouveaux verticaux, mais dans le secteur agro, des palox de pommes, enfin c'est des trucs tout bêtes, hein, mais à Perpignan, là, où je suis allé visiter il y a quelques jours un site, ils ont une dizaine de milliers de caisses qui arrivent par jour de fruits, de légumes qui sont empilés. C'est beaucoup fait à la mano, énormément fait sur la mémoire de où a été déposé le truc. Et après, ils font ce qu'ils appellent leurs assemblages. Donc, pour Intermarché, ils vont livrer X palettes de melons, X palettes de salade. Et ce jonglage avec des chaînes dans tous les sens, et des pertes sur ces types de situations, là, on peut vraiment apporter quelque chose qui est game-changing pour eux. Mais pour le moment, on leur dit, patientez encore quelques mois. On préfère aller jusqu'au bout de la démarche côté industriel. Et là, on a maintenant des équipes aussi en Allemagne. On a plusieurs sites équipés en Allemagne et en Angleterre pour prendre vraiment notre élan là-dessus. Bien capitaliser sur ces retours et lancer une nouvelle gamme de produits qui sont peut-être dédiés parce que les métriques qu'ils vont vouloir ne seront pas tout à fait les mêmes. Peut-être qu'il y aura des contraintes particulières, d'humidité. C'est toujours pareil, quand on lance un projet, on découvre toujours après qu'il y a des spécificités forcément à ce vertical-là. Et on ne veut pas décevoir les gens en leur disant oui, on va savoir faire. Vous pouvez avoir une lecture de l'offre que vous pouvez proposer. Oui, tout à fait. Ouais. Là, on lance officiellement
ça fait un moment que la solution, on a déployé, on l'a rodée, on a fait beaucoup de tests et validations chez certains clients. Et officiellement, c'est pour la semaine prochaine, le lancement de l'offre Mailist. Oui. Donc ça, Donc on est en avant-première. Vous avez un scoop là. Ouais. Et on va être sur plusieurs salons. On a tout un programme de salons cette année en Europe, notamment et aux États-Unis, sur lesquels on sera l'IoT World Congress aussi à Barcelone. On fait des salons de la manutention sur plusieurs pays, en Allemagne, en France et en Angleterre. Donc, mais cette année, c'est vraiment focus accélération et déploiement à grande échelle de cette solution qui, pour le moment en tout cas, on a eu vraiment de super bons retours de la part à la fois des opérateurs, des clients pour qui on adresse vraiment un pain point, des points douloureux dans les opérations qui sont très bêtes. Hein. Les gens qui sont frustrés à ne pas trouver des pièces, à envoyer des mauvaises pièces aux clients, à faire des trucs bêtes, mais qui sont le fondamental finalement de toute opération. Donc c'est vrai que de pouvoir associer le vrai statut de la pièce, enfin, des informations qui reviennent à l'opérateur quand il transporte quelque chose, d'avoir le feedback de qu'est-ce qu'il transporte réellement avec des infosystèmes, ça c'est de la donnée en temps réel qui est géniale, quoi. Ouais. Et puis l'avoir après en exploité, j'imagine, que ce soit dans un ERP ou un WMS, ça peut être super intéressant. Ouais. Ouais, Parce qu'on a une information complète du parcours des étapes. Vraiment réel, quoi, et qui est pas. C'est de la data brute, mais très fiable, quoi, très fidèle, quoi. Pour information, on a présenté une planche où on voit l'offre en mode souscription. Sachez que pour des clients, pour des questions de process achat ou autres qui ne veulent faire que du CAPEX, on sait faire aussi. On sait s'adapter l'offre, comme le font aujourd'hui Aruba, par exemple, le réseau, l'offre Wi-Fi, on leur offre NAS, Network as a Service, où vous voyez et un loyer mensuel pour une solution complète avec le service inclus et le hardware. Ben, en fait, cette offre-là peut être déclinée et s'adapter en fonction des contraintes du client. Si le client... De toute façon, le but du jeu, c'est que tout le monde se pose des questions, se dit j'ai envie d'en savoir plus. Oui, voilà. Nous, l'idée, c'est que les clients puissent venir voir la solution, puissent la tester, se l'approprier, et puis derrière, la déployer sur leur site. Excellent. Je vois que les gens commencent à... C'est bien. Pour libérer ceux qui étaient avec nous et sûrement après. Je vois monsieur Julien Bertolini qui va aussi à l'IoT World Congress. Très bien. Ben oui, on espère vous croiser. Je vais faire une conférence là-bas, donc on aura l'occasion de se voir. Et nous aussi, on pitch en fait. On a eu un slot pour pitcher, donc on aura l'occasion de se voir là-bas. C'est super. Ben, ouais, on reste en contact. Ben, envoyez-nous vos coordonnées, comme ça, quand on soit là-bas, on puisse aller boire une cerveza ensemble. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.